J'aimerais ça vous lire un passage avant de commencer la présentation dans Romains 1. On est là, Romains 1, un passage connu, mais tellement important quand on parle de ce sujet-là, de la création. Je vais commencer au verset 18. En fait, je vais lire 18 jusqu'à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Qu'est-ce que Paul nous laisse là, c'est que Dieu il est en colère contre les gens qui ne vont pas voir au travers de ses ouvrages, sa création, sa perfection, puis qui il est. Fait que quand on parle du sujet de création, c'est quand même un sujet important, parce que Dieu, c'est une signature qu'il nous a laissée à nous pour pouvoir le connaître, l'observer, voir qui il est. Fait que, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup parler de ça, de ce sujet-là. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mes parents ils aiment le Seigneur, ils servent encore l'école du dimanche, puis ils s'occupent des jeunes, puis j'ai grandi dans cette ambiance-là, puis j'ai appris dès le jeune âge des histoires de la Bible, puis quand que je suis arrivé à l'école, ben moi je connaissais la parole de Dieu, puis je connaissais les histoires, puis c'était quotidien chez nous. Ma mère nous enseignait aussi à la maison, pas à l'école à la maison, mais des histoires bibliques. Puis jusqu'à temps, tout allait bien, puis ma foi, elle n'a pas été mise à l'épreuve vraiment, jusqu'à temps que j'arrive au cégep. Là, au cégep, j'ai commencé à étudier en écologie appliquée, fait que c'était les sciences biologiques, l'écologie. Puis là, pour la première fois, j'ai entendu parler d'évolution, puis de millions d'années. Je sais que maintenant, ils commencent avec ça à la maternelle, là, les dinosaures, puis tout ça, ils commencent déjà avec les enfants de très jeune âge. Dans mon temps, c'était plus vieux un petit peu. Fait que là, pour la première fois, j'entendais quelque chose qui déconnectait avec ce que je connaissais de la Bible. Moi, Dieu avait créé les êtres humains, entre autres. Puis là, j'apprenais que l'être humain aurait évolué d'une espèce de primate qui aurait commencé à marcher debout. Puis là, pour être qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, là, ça ne fonctionnait pas. Mes parents n'étaient pas équipés pour m'aider non plus là-dedans. Il n'y avait pas de connaissances à ce niveau-là. Puis le pasteur à l'église, il m'a orienté vers des différentes ressources. Puis là, j'ai commencé à creuser le sujet. Puis j'ai commencé tôt à fermer ma foi. Puis là, je me suis rendu compte en fouillant qu'on peut croire ce que la Bible a dit sans faire de compromis. Puis également faire de la science. Puis ça, c'est quelque chose quand j'avais eu 17-18 ans, j'allais là, ben là, je vais pouvoir être scientifique si je crois ce que la Bible elle enseigne. Là, je pensais que ça ne pourrait pas aller ensemble. Mais non, on peut le croire parce que qu'est-ce qu'on voit dans la parole, ça fait du sens. Puis c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble. J'ai continué mes études, j'ai fait après ça un bac en biochimie, la chimie du vivant, fait que tout l'ADN, les protéines, comment est-ce que le vivant fonctionne, la reproduction pour nos cellules. Puis j'ai poussé là-dedans pour finir après ça avec une maîtrise en immunologie sur le système immunitaire, où j'ai fait de la recherche. C'est de la recherche fondamentale avec des modèles animaux, là, des petites souris, puis on essayait d'étudier le système immunitaire des souris pour voir ce que ça s'appliquerait aussi avec les humains, puis pour voir qu'est-ce qu'on pourrait sortir de là pour avoir une meilleure compréhension. Fait que j'ai fait toutes ces années-là de recherche en étant un croyant, puis sans que ma foi soit mise de plus à l'épreuve, parce que j'avais compris des choses importantes, puis qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. J'ai appelé ça 10 faits pour un créateur, puis en fait, à chaque fait qu'on va regarder, je vais poser la question, c'est qu'est-ce qui fait le plus de sens? Dans quoi est-ce que ça fait le plus de sens de mettre notre foi? En l'évolution, une explosion du rien il y a des milliards d'années qui a produit tout ce qui existe, ou mettre notre foi en un créateur intelligent, celui qu'on a vu dans Romains, qui a montré ses ouvrages parfaits dans sa création, puis qu'il nous dit que ça le fâche, qu'on ne le reconnaisse pas dans ce qu'il a fait, dans ses perfections qu'il a faites. Fait que ça va être une question qu'on va se poser comme ça à chaque fois. Mais pour commencer, je veux briser ce mythe-là qu'un scientifique ne peut pas être un croyant. Puis que quand on parle de la science des origines, quand on parle du début de toute chose, ou du début de la vie, ou de l'évolution, là on parle de l'homme, de l'apparition de l'homme, mais que là, on parle de science, puis sinon, ben, c'est de religion.
Mais je veux faire une distinction, vous allez voir assez rapidement, parce que quand on parle de science, souvent dans la tête, on a le monsieur en sarrau blanc. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez, le scientifique qui mélange des affaires, qui fait des expériences. Puis ce monsieur-là en sarrau blanc, là, c'est comme un signe de crédibilité. Hein, j'aurais même pu arriver avec un sarrau blanc aujourd'hui, puis là, j'aurais eu l'air encore plus crédible. Hein? Assez qu'ils font des annonces de voitures, de garage, où ce que le monsieur qui présente l'annonce, il y a un sarrau blanc. Avez-vous déjà vu un garagiste en sarrau blanc? Mais non. Hein, le garagiste, il faut qu'il aille dans l'auto puis qu'il se lisse, il n'y a pas de sarrau blanc. Mais c'est juste pour montrer que c'est un signe de crédibilité. Puis ça, ce qu'on pense quand on pense à la science, c'est celui qui fait des expériences, hein, la science expérimentale. La science expérimentale, une définition de ça, il y en a eu plusieurs, mais c'est un ensemble de connaissances ou des faits qui obéissent à des lois et qui ont été vérifiés par une méthode expérimentale. On a fait des tests. Hein. Cette méthode-là est décrite comme la méthode scientifique où on fait des observations. Exemple qu'on pourrait dire, bien, on observe aujourd'hui qu'il y a des êtres vivants qui existent. Donc là, le problème, c'est de où est-ce qu'ils viennent, ces êtres vivants-là. Hein? Il y a des bactéries, il y a des baleines bleues qui immenses. Fait que, il y a des êtres vivants, il y a une grande diversité. De où est-ce que ça vient? Donc là, on pourrait poser une hypothèse. L'évolution va poser comme hypothèse qu'il y a plu sur des roches, puis là, il y a eu des éclairs, puis tout ça, puis là, il y a des molécules qui se sont faites, puis là, ces molécules-là se sont assemblées, puis il n'y avait rien de vivant, puis là, tout d'un coup, l'information s'est créée pour qu'il y ait du vivant qui arrive. Ça va être le postulat de l'évolution. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'expérimenter, ça? On n'était pas là, on ne l'expérimente pas. Je vais vous donner une primeur, ils n'ont jamais réussi à créer la vie à partir de la non-vie. Fait qu'on n'a aucune expérience, fait qu'on ne peut pas conclure vraiment sur notre hypothèse. Donc, ce n'est pas scientifique dans le sens qu'on entend habituellement. On ne peut pas faire de tests. On ne peut pas faire de tests pour ce qui est le Big Bang ou ce qui est une fluctuation quantique du vide. Il n'y avait rien, puis là, tout d'un coup, pouf, tout est apparu. Ça non plus, on ne peut pas le tester. On ne peut pas tester qu'il y avait des choses non vivantes, puis là, si on a des bonnes conditions, on est capable de faire quelque chose de vivant avec ça. On ne peut pas le tester, ça non plus. On ne peut pas tester si je pars d'une bactérie, là, puis là, je fais plein de mutations, puis je laisse du temps, mais un jour, ça va devenir un être humain. Je ne peux pas le tester, ça. Je peux vous conter une histoire sur comment je pense que c'est arrivé, mais je ne pourrai jamais le tester. Ce n'est pas de la science comme on entend. Quand on parle d'évolution, on parle plutôt d'une science historique. Là, c'est bien différent. On enlève le sarrau. Là, on parle d'un conteur d'histoire, là, un récit qu'on va se dire, puis on va voir, ça fait-tu du sens, ce récit-là? Hein? On va interpréter des évidences qui sont là, du passé, basées sur nos idées. Puis on a toutes des idées préconçues. Moi, je suis croyant, je crois à la parole de Dieu. J'ai une idée préconçue. Je crois qu'un Dieu tout-puissant a créé tout ce qui existe aujourd'hui. C'est lui qui a créé cet univers, la vie, qui a formé l'homme. Ça, c'est mon idée préconçue. Un évolutionniste, son idée préconçue, Dieu n'existe pas, donc les choses ont dû arriver par hasard avec le temps. Mais là, ça va être une histoire qui va nous conter. Il y a eu une explosion qu'on ne peut pas refaire en expérience, on ne peut pas le répliquer. Cette explosion-là, il y a eu une expansion pour former l'univers. Après ça, il y a eu la Terre placée dans un endroit idéal pour que la vie puisse se développer, puis toutes les caractéristiques nécessaires aux vivants sont apparues, puis il y a eu des éclairs, puis des bouillons chimiques, puis ça a produit la première cellule vivante qui s'est reproduite, puis avec le temps, ça a muté, puis c'est devenu un être humain. Et vous voyez que ça, c'est une histoire que je compte, mais ce n'est pas des faits que j'expérimente puis que je teste. On ne peut pas le faire. L'exemple que j'ai mis là, c'est des couches géologiques qui se succèdent. On a parlé hier, ceux qui étaient là à la parole vivante, où ce que des dépôts de sédiments. L'évolution va dire que les dépôts se sont faits sur des milliers puis des millions d'années. Fait que là, si on voit les couches une par-dessus l'autre, bien, ça s'est fait dans le temps, ça a pris beaucoup de temps. Puis un créationniste qui croit à la parole de Dieu va dire que ça s'est fait rapidement lors du déluge de Noé, où il y a eu un cataclysme global, mondial, les couches se sont déposées. Mais est-ce que le créationniste était là, il l'a vu, il a pu l'expérimenter? Non. L'évolutionniste non plus. Fait que les deux, on a une idée préconçue, puis c'est une science qui est appelée historique. Fait que quand on parle d'évolution, puis on dit que c'est de la science, faites attention, c'est aussi une croyance, dans le fond. Hein? C'est une science qui est plutôt historique. J'ai une citation d'un monsieur qui c'est Richard Lewontin. C'est un professeur de Harvard en zoologie.
Puis voici ce qu'il dit. Pour bien comprendre la lutte réelle entre la science et le surnaturel. Le surnaturel, c'est croire à la création. Nous devons reconnaître que nous acceptons volontiers des affirmations scientifiques contraires au gros bon sens. Fait que là, il dit, bon, il y a une lutte entre la science puis le surnaturel ou la création. Puis il faut accepter des choses qui sont contraires au bon sens. Tout ceci parce que nous avons un engagement préalable, un engagement envers le matérialisme. Là, il dit, j'accepte des affaires qui ne font pas de sens, comme l'univers apparu à partir de rien, la vie à partir de la non-vie, puis des choses comme ça, parce que j'ai un engagement envers le matérialisme. Ça, c'est compliqué. Le matérialisme, en fait, c'est tout ce qui existe doit venir de la matière. On ne peut pas permettre qu'il y ait du surnaturel. On ne peut pas avoir un Dieu qui agit avec un acte créateur. Fait que tout ce qui existe, je dois l'expliquer en termes de matière, d'énergie, puis de temps, puis je mélange tout ça dans des bonnes conditions. Fait que là, lui dit, moi, j'ai un engagement envers ça. Dieu ne peut pas exister. De plus, ce matérialisme-là, qui est absolu, il est absolu car nous ne pouvons permettre l'intrusion d'un pied divin sur le seuil de notre porte. Il le dit, la vraie raison pourquoi il va accepter des choses qui font contraires au bon sens, c'est qu'il ne peut pas permettre que Dieu ait fait ces choses-là, les ait créées. C'est un petit peu la malhonnêteté scientifique. Hein? La science, une des définitions, c'est la recherche de la vérité. Fait que dans le fond, ce qui est après dire, c'est que je vais chercher la vérité dans le matérialisme. Si la vérité se trouve ailleurs, ça se peut pas. Je veux pas y croire. Il faut que ce soit vraiment de la matière, du temps, puis de l'énergie qui se mélange, le bon mix. Sinon, j'y crois pas. Fait que c'est mon introduction. Maintenant, on va tomber dans le sujet, puis on va regarder qu'est-ce qui va faire le plus de sens. Que dans les 10 évidences qu'on va présenter, est-ce que ça vient, est-ce que ça fait plus de sens que ce soit un créateur ou l'évolution ou le hasard qui a fait ces choses-là. Le premier, c'est la biogénèse. C'est un beau nom. Vous allez retenir ça, biogénèse. En gros, c'est une théorie qui veut dire que tout être vivant doit venir d'un autre être vivant. Puis ça, c'est à date prouvé à 100%. Hein? Toutes les bactéries qu'on connaît aujourd'hui viennent de d'autres bactéries. Tous les chiens qu'on connaît aujourd'hui viennent d'un autre chien. Toutes les baleines bleues qui existent sur la planète viennent d'un autre baleine bleue. Fait que ça, c'est la théorie. Mais on dit ça aujourd'hui, puis ça fait du sens pour nous autres. C'était testé à maintes reprises, des milliards de fois, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein? Au début, les gens avaient une autre notion des choses. Exemple, si tu laissais un petit peu une boule de viande sur le comptoir, tu préparais, tu l'oubliais là, il y avait des mouches qui naissaient de ça. Les mouches apparaissaient. Hein, parce qu'il n'y avait pas connaissance qu'une autre mouche était venue pondre des œufs, puis là, les œufs étaient éclos, puis là, ça avait fait les larves, puis d'autres mouches. Fait qu'eux disaient, ça apparaît tout seul. Ou si tu avais du grain dans le fond du garde-robe, là, ça faisait apparaître des souris. Hein, le grain se transformait en souris. Mais c'est un petit peu ce que Darwin croyait. Darwin croyait que dans un petit étang de bouillon, de produits chimiques, un jour, une première cellule serait apparue puis aurait commencé à vivre. Mais en fait, si on veut croire à l'évolution, c'est ça qu'il faut croire. Qu'il n'y avait pas de vie, puis un jour, la vie est apparue. Mais ça, c'est contraire à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis celui qui l'a testé, c'est Louis Pasteur. Peut-être que vous connaissez ça. Celui qui a développé le vaccin pour la rage. Puis il a testé, puis il a prouvé que la génération spontanée, c'était pas vrai. Puis voici son expérience. Ça, c'était fait la même année que Darwin a sorti son livre, L'origine des espèces. Il a pris un bouillon de bœuf. Fait qu'il l'a mis dans un flacon, puis il a fait chauffer son flacon. Là, son flacon, il a bouilli, fait que là, il a stérilisé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis après ça, il a coupé le capuchon du flacon, puis il l'a laissé à l'air libre. Qu'est-ce qui se passe? Un bouillon de bœuf à l'air libre, avec le temps, les poussières, les spores d'auto ont tombé. Fait qu'il s'est développé contamination, hein, des champignons, des moisissures qui ont rentré. Il y avait tout ce qui avait été nécessaire pour pousser puis vivre. Puis là, le bouillon est devenu contaminé. Puis là, la vie était apparue tout seul. Là, oups, on va regarder. Maintenant, il a fait la même expérience, mais là, il a laissé le capuchon sur son flacon, puis on voit qu'il est fait en colle de cygne, puis il a mis de l'eau dedans, fait que ça l'empêchait toute poussière de rentrer. Puis son flacon, après plusieurs années, il est resté stérile. Même s'il y avait tous les éléments nécessaires pour que la vie apparaisse, il est resté stérile. Pourquoi? Parce que la vie vient de la vie. La vie n'apparaît pas tout seul. Là, lui, il l'a démontré dans ce temps-là. 1859. Ça fait longtemps là, qu'on le sait, que la vie n'apparaît pas comme ça tout seul. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Dans quoi vous voulez mettre votre foi? Que la vie
a un jour apparu tout seul d'une façon qu'on ne connaît pas vraiment, puis qu'on n'est pas capable de reproduire, ou bien que la vie, bien, ce qu'on connaît des expériences qu'on voit tous les jours, c'est que la vie vient de la vie. Hein? C'est dans quoi vous voulez mettre votre foi. Si on dit que Dieu, c'est lui qui est l'origine de la vie, mais la vie vient de la vie. Hein? Dieu, il est vivant. Hein? C'est notre prince de la vie. Fait que ça, c'est le premier argument quand même facile à comprendre. Le deuxième, c'est les probabilités. Là, on va tomber dans les mathématiques. Ça, c'est le nombre de secondes que l'univers existe selon la théorie évolutive. Moi, je crois que la Terre est beaucoup plus jeune, mais selon eux, la Terre, l'univers aurait 13,7 milliards d'années. Fait que si on transforme ça en secondes, ce serait un 1 avec 17 zéros de seconde. Maintenant, voici le nombre d'atomes. Ça, c'est des petites molécules chimiques, là, pas mal dans les plus petites, qu'il y a sur notre planète Terre. Fait que si on prend toute la planète Terre au complet et on la divise dans toutes les petites molécules d'atomes, on aurait 10 avec 50 zéros. Là, ça s'en vient un pas pire gros chiffre. Hein, là. Maintenant, combien est-ce qu'on a d'atomes dans notre univers? Personne ne les a comptés, en passant. Vous comprenez? Mais l'estimé dans l'univers, c'est 10 à la 80 zéros. Fait que là, on se ramasse avec un chiffre qui s'en vient pas mal astronomique. Ça, ce serait le nombre d'atomes, des petites particules d'éléments chimiques qu'il y a dans l'univers. Maintenant, c'est quoi la chance de former une protéine moyenne, très moyenne, de 150 acides aminés? Ça, c'est une protéine, on est formé de protéines, entre autres. Nous autres, là, nos muscles, c'est des protéines, nos différents éléments de notre corps, toute notre fonction humaine passe par là, les enzymes, les protéines. Mais d'en faire une petite, c'est de 10 à la 164. Fait que ça s'en vient un gros chiffre. Là. Mais une protéine, ce n'est pas vivant. Quand on mange de la protéine, on mange un steak, on mange des protéines. C'est un exemple. Mais ce n'est pas vivant, ça. Là. On a besoin que ça se reproduise. Un être vivant qui doit se reproduire, mais là, on parle de à peu près 2000 enzymes, protéines ensemble. Là, la chance que la vie apparaisse par elle-même, là, la vie, pas juste une molécule chimique, mathématiquement, là, j'ai pris le chiffre le plus conservateur que j'ai trouvé, celui qui a le plus de chances que ça l'arrive. C'est 10 avec 40 000 zéros. Là, je n'ai pas assez de place pour faire apparaître les 40 000 zéros, vous comprendrez. C'est astronomique, c'est incroyable. Cet homme-là, c'est Fred Hoyle, c'est un scientifique qui a dit « La vie ne peut avoir commencé par hasard. Le problème est qu'il y a environ 2000 enzymes et la chance de les obtenir toutes dans un essai aléatoire est de seulement 1 sur 10 à la 40 000, une probabilité tellement petite qu'elle ne pourrait se réaliser même si l'univers entier était une soupe organique. » Puis il a donné un autre exemple dans son livre. Il a dit « Si on prenait tout notre système solaire, là, qu'on part du Soleil, puis qu'on va jusqu'à Pluton, là, dans l'espace, c'est immense. Puis on corderait des êtres humains épaule à épaule, puis on remplit tout notre système solaire au complet. Il y aurait 10 à la 50 êtres humains, là, comme on a vu tantôt, 10 avec 50 zéros. Puis on leur donne un cube Rubik, vous savez, les petits cubes Rubik plein de couleurs, puis on leur bande les yeux, mais ce serait la chance que tous ces êtres humains-là, dans tout notre système solaire, arrivent à résoudre le cube Rubik en même temps, les yeux bandés. C'est ça la chance que la vie soit apparue tout seul. Maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'on a été vraiment, 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 vraiment chanceux pour être ici aujourd'hui, puis regarder ça, puis le voir, ou bien il y a quelqu'un d'intelligent qui a pipé les dés, là, qui a joué un petit peu avec ça, puis qui savait qu'est-ce qu'il fallait pour que la vie apparaisse. Hein? Moi, je pense que c'est plus simple de mettre ma foi qu'il y a un créateur intelligent qui a fait ce que je vois aujourd'hui. Prochain point, l'information dans l'ADN. L'ADN, vous avez tous entendu parler de ça, c'est notre code génétique, c'est ce qui fait qu'on est un être humain. Il y a l'ADN pour former un oiseau, mais il va avoir son code à lui, puis il va former un oiseau, mais c'est dans tout ça que l'information est entrée puis codée pour pouvoir faire un être humain. Fait que c'est beaucoup d'informations. Une seule cellule de nos cellules à nous autres, là, c'est l'équivalent d'entreposer 500 livres de 800 pages. Fait que c'est une méchante grosse bibliothèque, ça c'est une de nos cellules. C'est de l'information très compacte. Si on prenait l'ADN d'un être humain puis on la déroule, là, parce qu'on voit souvent la double hélice, puis on déroule ça en un grand brin, on ferait 1000 fois l'aller-retour Terre-Soleil. Ça, c'est pour l'ADN d'un être humain. C'est de l'information tellement compacte, là, c'est vraiment, là, on peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est là, comment c'est compact comme ça. Puis là, je vous ai parlé de ça comme si c'était un livre qu'on peut lire de gauche à droite, là.
Mais en fait, l'ADN, c'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait plus voir ça comme en termes d'informatique, où c'est un programme, mais c'est aussi le hardware, je ne sais pas comment on dit ça. Le matériel, ouais, le matériel autour du programme. Fait que tu as le programme qui a été fait avec un programmeur, mais tu as toutes les petites pièces autour qui sont là. Parce que même l'arrangement en 3 dimensions est utile, parce que l'ADN, ça se lit de gauche à droite, de droite à gauche, ça se lit en sautant des paragraphes, puis ça fait encore du sens. C'est polyfonctionnel, ça a plusieurs niveaux d'information. C'est tellement grand que même aujourd'hui, quand ils parlent de code, au lieu de mettre des choses dans des disques durs, ils veulent, puis c'est peut-être déjà rendu plus loin que je pense, hein, mais ils veulent encoder dans l'ADN parce que c'est de l'information plus compacte qu'on ne pourra jamais faire, qui n'a jamais existé, puis ils veulent se servir de ça pour encoder. Fait que là, on se ramasse avec beaucoup d'informations. Mais un code, comme le code génétique, ça n'a aucune fonction si tu n'es pas capable de le traduire. Je vais vous donner un exemple simple. Je vous donne une Bible en allemand. Peut-être qu'il y a des gens qui lisent l'allemand ici, je ne sais pas, là, mais si je vous donne ça, ben vous allez peut-être être merci, mais vous ne pourrez rien faire avec parce que vous n'êtes pas capable de le décoder. Vous n'êtes pas capable de lire ce qui est écrit là. Hein? Mais c'est la même chose avec l'ADN. L'ADN, c'est un code, mais ça prend quelque chose pour le décoder. Puis pour le décoder, on a besoin d'environ une 50aine de molécules super complexes, des petites machines qui vont pouvoir le décoder. Mais ces molécules-là, ils sont déjà codées dans l'ADN. Fait que là, c'est l'œuf ou la poule, hein, de où est-ce que ça vient, tout ça. Fait que on voit un petit peu l'importance de ça. Puis là, je vais donner une citation d'un monsieur qui s'appelle Paul Davy. Puis lui, il était le directeur du programme de recherche pour trouver de l'intelligence extraterrestre. Fait que vous voyez ces grosses coupoles-là, là, il y en avait, là, il y avait à Porto Rico des immenses, ça avait passé dans un film James Bond un jour, je ne sais pas si vous avez vu ça. Une grosse coupole. Puis là, il écoute le ciel. Dans le fond, il essaie de voir s'il n'y a pas un signal qui va arriver du ciel. Puis là, s'ils reçoivent un signal, un petit signal bien simple, ça peut être... Puis là, ils voient que ça a une fréquence, toujours la même affaire. Là, ils vont dire, « Oh, il y a un signal qui vient de l'espace. » Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence dans l'espace. Parce que le signal, c'est de l'information. Puis, Paul Davy, qu'est-ce qu'il a dit? Aucune loi de la physique n'est capable de créer de l'information à partir de rien. L'information, ça n'apparaît pas tout seul. C'est pour ça qu'il écoute le ciel. Parce qu'ils se disent, si j'entends de l'information qui vient du ciel, donc il y a de l'intelligence dans le ciel. Mais moi, je vous ramène à l'ADN. C'est l'information la plus compacte qui a le code et comment répondre au code à même comme d'une boucle. C'est compact, ça peut faire les êtres comme on est aujourd'hui. C'est la plus belle exemple d'information qui existe, c'est ça. Puis là, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Est-ce que cette information-là de l'ADN vienne du hasard puis des chances? Peut-être, comme M. Davy a dit, que ça ne peut pas à partir de rien, mais ça prend de l'intelligence. Hein? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de croire que le code génétique, comme l'ADN, provient d'un être intelligent et non pas du hasard. Dans quoi vous voulez mettre votre foi? À quoi voulez-vous croire? Prochain point, il y a des choses compliquées dans la vie qu'on ne peut pas rendre moins compliquées. Hein, des complexités irréductibles. L'exemple que je vous donne, une trappe à souris ou une trappe à rat, si j'enlève un morceau de cette trappe-là, elle va devenir un peu moins utile. Là, vous allez dire, on pourrait enlever la souris peinturée en rouge. Oui, je suis d'accord. Mais si j'enlève le ressort, est-ce que ma trappe à souris va servir à quelque chose? Non. Si j'enlève la plaque de bois, elle va servir à quelque chose? Non. Si j'enlève la petite palette pour qu'on mette le beurre de pinot et que la souris pile dessus, si j'enlève ça, ça ne servira à rien. Fait que j'ai besoin de tous mes morceaux puis bien assemblés pour que ma trappe fonctionne. Bien, dans le corps humain, puis dans dans toute cellule vivante, il y a des petits moteurs comme ça qui sont hyper complexes puis qu'on ne peut pas rendre plus simple. Là, on va rentrer dans cette petite animation-là à l'intérieur d'une cellule. Fait que là, on est à l'intérieur d'une de nos cellules. Puis les grosses affaires mauves que vous voyez, ça, c'est des mitochondries. Ça, c'est comme des centrales hydroélectriques. C'est ça qui produit notre énergie dans le corps. Là, on voit à la membrane de ces mitochondries-là, nos centrales hydroélectriques là, pour notre énergie à chaque être humain, il y a des petits moteurs. Ces petits moteurs-là, ça s'appelle les ATP synthase. Ça va être à l'examen tantôt. Retenez qu'on a des petits moteurs comme ça à la surface de nos cellules.
voyez que le petit moteur, il y a comme plein de petits points rouges là, en haut. Puis là, ces petits points rouges-là, ils rentrent parce qu'il y a un gradient de densité, puis ils rentrent, puis ils font tourner le moteur. Quand ils rentrent dans la mitochondrie, en rentrant, ça fait tourner le moteur. Il y a environ 15 unités protéiques, là, des protéines différentes pour assembler un moteur. Fait que ça prend 15 morceaux. Comme la trappe à souris, ça prenait plusieurs morceaux. Là, ça prend 15 morceaux pour avoir ce petit moteur-là qui fonctionne. Ce petit moteur-là, il y en a 100 000 dans 1 millimètre ou 1/8 de pouce, ceux qui sont en pouces. Tu es capable d'en mettre 100 000. Fait que c'est vraiment miniature. Puis là, il tourne, c'est comme un rotor qui tourne. Puis là, tu as le draft shaft, là, la crémaillère, qui va, qui va pousser des petites unités. Puis là, ça va faire apparaître notre ATP c'est qui nous donne notre énergie. C'est ça qui paraît qu'on fonctionne. Bien là, vous allez savoir qu'est-ce qui fait votre énergie. C'est un petit moteur comme ça avec plein de morceaux. Mais si j'enlève un morceau à ce moteur-là, il ne fonctionne pas. J'ai besoin des 15 ensemble qui fonctionnent. Sinon, ça ne marche pas. Puis des machines comme ça, dans l'être humain ou dans les cellules vivantes, il y en a des tonnes de petites machines comme ça où tu ne peux pas leur enlever un morceau, ils ne fonctionnent pas. Puis si là, j'enlève un morceau, donc on n'a plus d'énergie, puis il n'y a aucune cellule vivante qui fonctionne parce qu'on a tous besoin de cette forme d'énergie-là. Maintenant, je vous pose la question, si c'est quand même complexe, comment est-ce que les choses ont pu évoluer si ce n'est pas apparu tout d'un coup bien fait? Hein? Selon la théorie de l'évolution, bien, il y avait eu un petit changement, une petite mutation, puis là, il y a un nouveau morceau qui est apparu à mon moteur, puis là, un million d'années plus tard, il y a un autre morceau qui est apparu, mais non, ça ne marche pas, là. J'ai besoin de tout mon moteur tout de suite, aujourd'hui, si je veux être vivant, pour vous en parler. Hein? Fait que vous voyez qu'il y a des choses compliquées qu'on ne peut pas réduire. Là, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Qu'il y ait quelqu'un d'intelligent qui savait qu'on aurait besoin de ça pour fonctionner ou que tout être vivant a besoin de ça, qui l'a fait, ou bien c'est arrivé par hasard, tout seul dans le temps? Où est-ce que vous voulez mettre votre foi? Le prochain point, les mutations. Les mutations, c'est, selon la théorie évolutive, c'est ça qui a permis qu'on parte d'une bactérie puis qu'on se complexifie. Fait qu'on a eu des mutations qui étaient favorables, puis ça leur a donné naissance à toutes les formes de vie qui existent aujourd'hui. Fait que là, on a eu une première cellule qui ressemble à une bactérie. Là, on a fait des mutations favorables. Puis là, cette cellule-là est devenue un crustacé. Puis là, on a eu plein de mutations favorables. Il est devenu un poisson. Puis là, le poisson, lui, est devenu un amphibien. Puis là, on a plein encore des mutations. L'amphibien devient un reptile, qui devient un oiseau ou un mammifère. Certains mammifères retournent dans l'eau. Puis là, on complexifie toujours les choses jusqu'à temps qu'on arrive au primate. Puis là, le primate se complexifie et donner la naissance à l'homme. Puis là, encore plus complexe que l'homme, on a... Merci, chérie. C'est ma plus grande fan, elle me suit partout. Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement que c'est plus complexe que l'homme, mais il y a eu beaucoup d'expériences de fait. Mais vous voyez un peu le principe. Fait que les mutations, selon la théorie évolutive, c'est nos amis. On veut des mutations parce que c'est à cause de ça qu'on a pu changer, puis qu'un jour, on va peut-être voler ou avoir des lasers dans les yeux, comme les X-Men ou... des choses comme ça. Fait que, c'est nos amis. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est quoi une mutation? En fait, une mutation, c'est, dans notre ADN, c'est un changement dans le code génétique. Fait que c'est comme prendre notre livre d'instructions puis le modifier. Là, je vais vous donner un exemple simple. Ici, on a un livre d'instructions pour monter un tricycle. Fait que ça, ce serait comme notre ADN. Mon livre d'instructions pour monter le tricycle. 3-4 images, 2-3 instructions, on prend le tournevis, vis ça là, c'est fini. C'est quand même simple, hein? On serait tous capables de faire ça. Mais là, si je fais des mutations à mon livre, hein, là, j'en fais plein. Là, je fais des erreurs, parce que les mutations, c'est au hasard. Hein, ça l'arrive comme ça. Puis là, je fais plein d'erreurs, de mutations. Je change des photos, je change une lettre. Puis avec le temps, bien, mes mutations me donnent les instructions pour faire la station spatiale qui se promène dans l'espace. Mais ça, c'est un exemple simpliste peut-être, mais qui ne touche même pas à la réalité, parce que même une bactérie, c'est plus compliqué que la station spatiale en partant. Fait que vous voyez un petit peu, plus on aurait fait des erreurs dans le livre d'instructions des bactéries, puis un jour, on serait arrivé à l'être humain. C'est à ça qu'il faut croire. Il faut croire que les mutations, c'est nos amis. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc là, maintenant, je vous repose la question. Est-ce que ça fait plus de sens que les mutations sont en train de détruire ce qui était parfait que Dieu avait fait, ou c'est après construire
quelque chose qui va aller de mieux en mieux. En quoi on veut mettre notre foi? Là, ça, encore une fois, j'ai un autre grand mot, entropie génétique. Je vais vous le simplifier. C'est qu'avec le temps, l'entropie, c'est avec le temps, si on n'injecte pas de façon dirigée de l'énergie dans un système, il va se dégrader. Ça a l'air encore compliqué. Voici une belle coccinelle. La coccinelle, mon amour de coccinelle. Hein. Si je veux qu'elle reste comme ça, il va falloir que je l'injecte de l'énergie. Ça, si on comprend ça, il va falloir que je la frotte, je mette de l'essence, je fasse les changements d'huile, je fasse les tune-up, changer les bougies de temps en temps. Il va falloir que je mette beaucoup d'attention. Mais de l'énergie dirigée. Il ne faut pas que je mette de l'énergie et un bâton de dynamite. Là. Hein, vous comprenez qu'il faut que ce soit de l'énergie bien dirigée. Sinon, bien, voici ce qu'elle va ressembler. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on connaît de tout ce qui est être vivant présentement? Ça, je vais prendre l'exemple des êtres humains, mais présentement, chaque fois que nos cellules se divisent, puis ils se divisent souvent, mais on a 3 mutations qui apparaissent. Puis les mutations, on a vu, est-ce que c'est vraiment nos amis ou pas? Ça, c'est la question à se poser. Hein? Par génération, fait que quand moi j'ai eu des enfants, j'ai passé 100 mutations à mes enfants. Puis moi, j'en avais reçu 100 de mes parents. Fait que là, si on repense à mes enfants, mais eux autres sont rendus comme ils ont pris les miennes puis ceux de mes parents. Fait que là, ils sont rendus à 200 de plus. Puis là, hein, par génération, on ajoute des mutations aux instructions originales qu'on avait. Présentement, dans le monde, il y a à peu près 3 % des naissances où les enfants ont des maladies génétiques. Des fois, ce n'est pas grave, il n'y a rien du tout, mais des fois, ça peut être problématique. Sur 3 % des naissances. Puis, il y a à peu près 7000 maladies génétiques de répertoriées. Puis, il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont des maladies rares ou qu'il y a pratiquement personne qui sont atteints. Mais ce nombre-là augmente, puis on en connaît de plus en plus. Tout ça à cause des mutations. Est-ce que les mutations sont nos amis? Non, hein? Puis avec le temps, on voit que les choses, bien, ils se dégradent. Puis notre corps, il essaie de lutter contre ça. On a des systèmes pour réparer les erreurs dans notre ADN. On a des systèmes faits pour essayer de réparer ce qui se brise, mais le temps fait son œuvre. Puis plus qu'on vieillit, bien, plus qu'à chaque fois qu'il y a une division, bien, on vieillit. Puis là, on a nos signes de vieillesse. On voit, c'est les signes de vieillesse, c'est les mutations aussi dans nos cellules qu'on voit. Voici ce qu'un généticien a dit concernant l'être humain. Bien qu'il y ait une incertitude considérable dans les chiffres précédents, il est difficile d'échapper à la conclusion qu'en comparaison aux générations précédentes, il y a une réduction d'adaptabilité due aux mutations récurrentes d'au moins 1 % chez l'homme et peut-être aussi élevé que 5 %. Qu'est-ce qu'il est après dire, là? C'est qu'à comparer à nos ancêtres, on est pas mal moins hot génétiquement. On est de moins en moins adapté, puis on en perd avec le temps. Maintenant, si on est après observer présentement aujourd'hui que l'être humain est après perdre de l'adaptabilité avec le temps, c'est quoi qui fait le plus de sens? Qu'on en perd depuis qu'on est des primates, puis là, perdre de l'adaptabilité a fait qu'on puisse être là aujourd'hui, ou bien on a été créé parfait avec un bagage parfait, mais à cause du péché, depuis ce temps-là, ça se dégrade? Hein, c'est quoi qui va faire le plus de sens à vos yeux? Mais on le voit, c'est maintenant démontré, mais l'être humain est de moins en moins adapté. On entend des fois des études qui disent que la reproductibilité des hommes est beaucoup moins grande qu'avant, hein, puis des choses comme ça, mais la raison, c'est qu'avec le temps, on se dégrade. Fait qu'on est comme à l'inverse de l'évolution. On fait de la dévolution présentement. Puis ça, c'est ce qui est observé. Là, les gens vont dire, oui, mais la sélection naturelle va empêcher que ça s'empire trop. Fait que les moins adaptés vont s'éliminer, puis les plus adaptés, les plus forts vont survivre. Hein? Ça, c'est ce que Darwin avait amené comme théorie. Puis il avait dit, les individus les plus adaptés survivent et se reproduisent, et ainsi donnent leur trait héréditaire à la génération suivante. Fait que je vais vous présenter un peu la sélection naturelle, puis vous me direz si vous pensez que ça l'aide à l'évolution, ça nous aide à partir d'une bactérie puis devenir un être humain un jour. Okay, je vais prendre l'exemple que Darwin a observé. Il avait été sur les îles Galapagos, puis il avait observé les pinsons, les oiseaux. Puis il avait vu que les becs changeaient selon les îles, les environnements. Puis il avait dit, ah, vous voyez, les pinsons ont évolué. En fait, oui, les pinsons ont changé, puis c'est vrai. Mais les pinsons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demeuré des pinsons. Dieu, dans la Bible, il a dit que les animaux devraient se reproduire selon leur espèce. Le mot-là qui est là, ça aurait pu être traduit leur genre ou leur famille. Fait que l'oiseau va toujours rester un oiseau, il ne va pas devenir quelque chose d'autre. Fait que Darwin a juste remarqué ce que Dieu avait dit. Bon, la sélection naturelle. On a un papa pinson puis une maman pinson qui ont des becs moyens. Hein, le gros B, c'est pour un gros bec, puis le petit B, c'est pour un petit bec.
Fait que ils ont des becs moyens, eux autres. Ils ont comme moitié-moitié. Là, ils ont des enfants. On va dire qu'ils en ont 4. 4 petits bébés pinsons. Bien, voici statistiquement ce que ça aurait l'air leur famille. Il y aurait un des enfants qui aurait hérité du gros bec du père et du gros bec de la mère. Lui, il va avoir un gros bec charnu fort. Après ça, tu vas en avoir 1 sur 2 qui vont ressembler beaucoup à leurs parents. Un bec moyen. Puis tu vas avoir, peut-être, on va dire que c'est le petit dernier. Lui, il va avoir hérité du petit bec de son père, du petit bec de sa mère. Lui, il va avoir un petit bec de rien. Puis là, cette famille de pinsons-là est heureuse sur leur île. Puis là, il y a une grosse sécheresse. Puis il n'y a plus de petits fruits à manger. Les insectes se font rares. Les seules choses qui restent, c'est des grosses noix dures. Fait que là, la sélection naturelle va prendre place. Fait qu'avec la sélection naturelle, qui va rester? Qui va survivre à ça? Les gros noix dures. Les gros becs, hein? Les gros becs vont survivre à ça. Est-ce qu'on est après gagner quelque chose avec la sélection naturelle? Ou on est après perdre quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui a disparu? Oui, on a perdu la possibilité d'avoir des petits becs. Hein? Vous voyez un petit peu le lien, puis qu'est-ce que ça a là? Là, maintenant, je vous pose la question, est-ce que la sélection naturelle peut nous aider à partir d'une bactérie puis monter un jour à l'homme? Si la sélection naturelle fait seulement travailler avec ce qui existe déjà, puis éliminer ce qui n'est pas bien adapté. Fait que, dans le fond, la sélection naturelle part d'un pool d'informations disponibles, puis elle en élimine avec le temps. Est-ce qu'on va réussir à partir d'une bactérie et devenir un être humain en éliminant? Hein, je pense que non. Ici, c'est un scientifique évolutionniste qui a dit « Le point n'est pas qu'un organisme peut être modifié et affiné par la sélection naturelle, mais que ce n'est pas la voie pour produire une nouvelle espèce, de nouvelles classes ou de nouveaux phylums. » Il dit « La sélection naturelle, ça existe, puis moi, je crois à ça, mais ça ne va jamais rien produire de nouveau. » Fait que quand Darwin il parle de sélection naturelle, ça n'aide pas vraiment à l'évolution. Un autre point intéressant, c'est qu'il nous présente des formes transitoires où si tu pars d'un jour d'un poisson puis tu vas devenir un amphibien, il faut que le poisson ait une forme qui change là, pour que ça puisse arriver. Ça. Fait qu'on devrait voir un hybride à quelque part, une forme transitoire. Ici, c'est ce que Darwin disait. La géologie ne révèle certainement pas une chaîne organique aussi finement graduée, et cela peut-être est l'objection la plus évidente et la plus sérieuse qui puisse être invoquée contre ma théorie. Je crois que l'explication réside dans l'imperfection extrême du registre géologique. Lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est que quand on regarde les fossiles, là, on n'en voit pas là, de transition d'une espèce vers une autre dans le temps. Puis je pense que c'est juste parce qu'on n'a pas trouvé assez de fossiles encore. Donc là, si aujourd'hui on est 170 ans plus tard, pensez-vous qu'on les a trouvés, ces fossiles-là qui nous manquaient? Bien, la réponse, c'est non. On ne les a pas encore trouvés, ces fossiles-là. Une autre citation, ça aussi, c'est tiré de la revue Nature, puis c'est des évolutionnistes qui ont dit « Un type d'écart est lié à l'existence d'organes d'une perfection extrême comme l'œil ou des innovations morphologiques telles que les ailes. Celles-ci se retrouvent entièrement formées dans nos organismes modernes et pourtant n'ont laissé aucune trace de leur évolution. » Fait que l'œil, ça c'est un bel exemple. Selon les évolutionnistes, l'œil ou la vision, elle a apparu au hasard à peu près 17-18 fois dans l'histoire de la vie sur Terre. Elle est apparue pour les pieuvres, elle est apparue pour les insectes. L'œil est apparu comme ça par hasard. Puis à chaque fois qu'ils voient des yeux, ils voient des yeux 100% formés, utiles, puis qui sont bons déjà. Fait qu'il n'y a pas de transition où j'ai un globe, mais la personne a un globe, mais ne voit rien. Puis après ça, elle a un globe, après ça, une rétine en arrière, puis elle ne voit pas encore. Puis après ça, il y a un cristallin qui va aller, la petite bille dans notre œil. Il n'y a pas de ces transitions-là, n'existent pas. Quand les yeux apparaissent, ils apparaissent tout le temps bien faits dans le registre fossile. Même chose avec les ailes, entièrement formées. Là, une autre catégorie d'écart consiste dans le fait que les espèces, ainsi que les taxons hiérarchiques supérieurs, eux autres, ils prennent des grands mots dans ces revues-là, mais dans le fond, ils disent les familles, les grandes familles là, d'animaux, là, on pourrait dire les bovins, les vaches, les ours, la famille des ours, la famille des canins, les chiens. Là. Quand ils regardent, bien, ils sont souvent séparés par des gros intervalles sans preuve de transition une entre l'autre. Fait que les grandes familles, bien, il y a des intervalles, des grosses marches évolutives qui ont été faites, mais on n'a pas aucun signe de transition entre les deux. Fait que ça n'existe pas, les formes transitoires. C'est ça qu'il est après nous dire. Le plus bel exemple, moi, ça, c'est quand j'étais à l'école, je la trouvais bonne. Celle-là, il nous présentait le poisson, là, le fossile, le sélacanthe. Puis là, il disait qu'il était éteint en même temps que les dinosaures, là,
65 millions d'années, mais c'était un poisson comme ça qui avait commencé à marcher sur la Terre, parce que ces arêtes, c'est comme des os ou les nageoires, contrairement à des poissons, c'est un poisson osseux qu'ils appellent, puis ces arêtes sont comme des os, ces nageoires, puis là, ça dit, ah, voyez, il commençait à marcher sur la Terre, là, il commençait à aller sur la Terre, puis là, il avait mis, voici la transition, le coélacanthe va devenir l'Ichthyostega, puis là, il nous compte une histoire, ils ne l'ont jamais vu, il compte l'histoire, là, en mettant des images en arrière de l'autre. Puis, dans les années 30, ils ont trouvé le coélacanthe dans le fond, dans les fonds marins, il se tient autour de 300 mètres dans l'eau. C'est vraiment creux dans l'eau. Il n'a pas le goût, pas en tout, d'aller sur le bord puis commencer à marcher. Puis pourtant, quand moi j'étais à l'école, c'était encore dans mes livres à moi. Puis là, il avait vu ça. Ils sont lents à se rétracter parce qu'ils ont besoin d'une transition entre le poisson puis l'amphibien ou le reptile. Fait que là, ils n'ont pas rien, ils laissent ça là. Maintenant, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Que Dieu a créé les familles d'animaux comme on les voit. Puis c'est pour ça qu'on ne trouve pas de forme transitoire, parce que Dieu a créé les familles. Puis il y a de la variation dans les familles, puis on voit différentes choses, différentes variations, mais il n'y a pas de transition d'une famille vers une autre d'animaux. Il n'y a pas de transition du chien vers le primate. Ça a toujours été comme on voit aujourd'hui. Où est-ce qu'on met notre foi? Maintenant, le point qui a été le plus médiatisé, je vous dirais, c'est que les êtres humains viennent d'une forme d'homme-singe. Il ne faut pas dire qu'on vient du chimpanzé, je vais vous le montrer ici, parce que le chimpanzé puis l'être humain, on serait comme cousins. On aurait un ancêtre commun, un homme-singe qui aurait vécu à peu près là, 6 millions d'années. C'est le premier primate qui a commencé à marcher debout. Puis là, eux, ils disent autour de 6 millions d'années, ce primate-là serait apparu puis il aurait commencé à marcher debout. Là, je vous pose la question, est-ce qu'on a beaucoup de preuves de ça? C'est intéressant. Voici un arbre qu'ils ont fait avec montrer, ah oui, voici, il y a 6 millions d'années dans le bas. Là, on a eu le premier qui s'est levé, puis là, lui, il est devenu un autre, puis il est devenu un autre. Mais quand on cherche, il est devenu quelqu'un d'autre, là, voici, là, c'est tous des points d'interrogation. Ils n'ont aucun, entre les différentes branches, pour qu'un jour on puisse arriver à l'être humain, ils n'ont aucun lien entre. Fait que dans le fond, ils ont trouvé des espèces qui ne sont pas parents nécessairement avec l'autre, mais ils n'ont pas de lien entre chaque. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça, c'est une revue évolutionniste avec une image d'un évolutionniste qui a mis là. Puis là, je vais vous donner une citation d'un monsieur. Le monsieur, il était curateur du musée des sciences naturelles, d'histoire naturelle à New York. Voici ce qu'il nous a dit. Lui, c'est lui qui s'occupait du musée. Même en tenant compte du pauvre registre que nous avons de notre proche parent disparu, l'Homo sapiens, l'homme apparaît comme étant distinct et sans précédent. Il n'y a certainement aucune preuve pour soutenir l'idée que nous sommes graduellement devenus, sur une longue période de temps, ce que nous sommes aujourd'hui, intrinsèquement, que ce soit dans le sens physique ou intellectuel. Lui, dans son musée, il y a une exposition qui montre comment l'homme singe est devenu un homme, mais il dit, on n'a pas vraiment de preuve de ça. Mais c'est quand même dans son musée. Puis encore moins comment intellectuellement un être humain a apparu à partir d'un primate. Ça, il l'a encore moins. Fait qu'on voit un petit peu un genre de manque d'honnêteté dans ce qu'il y a. Pourtant, ce qui est présenté à l'école aujourd'hui, j'ai regardé dans des manuels, encore secondaire 1, 2, je pense que l'histoire humaine commence. Puis là, il présente l'évolution de l'homme, de l'Australopithèque ou je ne sais pas quoi. Puis là, il montre en mettant des images d'un singe à quatre pattes qui se redresse de plus en plus, puis les mettre en succession. Puis ça a l'air intelligent, mais comme je montrais, il y a des points d'interrogation entre chaque succession. Ils n'ont aucun lien entre chaque, vraiment. Puis cet homme-là, il nous dit qu'ils n'ont pas beaucoup de preuves. Les ossements qui font le chaînon entre l'homme-singe et l'homme, là, ça rentre dans une boîte de pick-up dans le monde. C'est présenté comme c'était un fait accompli, puis tout, là, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent des fragments d'os, des petits bouts ici, des bouts là. Mais il n'y en a pas des milliers et des milliards là, de transitions. Ce qui m'amène à mon dernier point, où ce qu'on se fait dire qu'on ressemble au chimpanzé. Puis là, tu regardes un chimpanzé, puis ça a comme un peu des mains, c'est capable de prendre des choses, une certaine intelligence. Ça mange à peu près ce qu'on mange. Si on leur donnerait notre nourriture, ils la mangeraient, ils seraient bien contents. Fait que, tu sais, on voit qu'on est pas mal semblables. Puis peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, qu'on aurait 98 à 99 % de ressemblance avec
le génome du chimpanzé. Fait que tu prends l'ADN d'un être humain puis d'un chimpanzé, tu les regardes les deux ensemble, 98 à 99 % de ressemblance. Ceux qui sont allés à l'école il n'y a pas si longtemps, quand tu avais 98-99 % de ton examen, tu te pètes les bretelles. Tu es vraiment, ça accroche, tu es quasiment à 100 % pareil. Hein. Mais c'est quoi la réalité? Puis ça, je l'ai pris de Wikipédia le 21 janvier cette année. Je suis allé le rechercher. Je le regarde régulièrement pour voir s'ils vont se corriger parce que c'est plus la réalité, puis ils le savent. Là. Les génomes humains des chimpanzés sont identiques, selon les études, à 96, 98 à 98,5 %. Ça, c'est encore dans Wikipédia, la source la plus crédible qu'il y a d'informations scientifiques. Mais c'est plutôt la source qu'on va prendre, monsieur, madame, tout le monde, si on cherche une information. Mais ça, c'est qu'est-ce qui est laissé, qui laisse sous-entendre à la population aujourd'hui. Maintenant, la réalité. Puis les études qui ont été faites en 2018, ça, je les ai citées là, puis il y en a eu plusieurs d'autres depuis ce temps-là. La réalité, c'est qu'il y aurait 85 % de ressemblance entre les deux génomes, entre le chimpanzé et l'être humain. Là, vous allez dire 85 %, ben, c'est pas si pire, 85, c'est quasiment pareil. Maintenant, on va le prendre en termes d'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre ADN, pour un être humain, c'est 3 milliards de lettres. C'est comme si j'avais un texte de 3 milliards de lettres. Mais 15 % de différence, c'est 480 millions de lettres de différence. Ça commence à changer pas mal le texte. Hein? Ça ne ressemble plus autant qu'avant. Là, maintenant, on va faire un peu de mathématiques. C'est la partie la plus dure là, pour vous autres. Puis je finis avec ça là, pour casser un petit peu la tête. Fait que, selon la théorie d'évolution, notre cousin et nous autres, on a 6 millions d'années de différence. Hein, parce qu'on avait un ancêtre commun, il y a 6 millions d'années. Là, j'ai 480 millions de lettres de différence. Ça a pris 6 millions d'années à ce que j'accumule ces différences-là. Fait qu'à chaque année, j'accumulais des différences. Maintenant, on n'accumule pas des différences comme ça à chaque année. C'est quand on se reproduit que je vais passer ça à mes enfants, qui vont les passer à leurs enfants, qui vont les passer à leurs enfants. Vous vous souvenez comment les êtres humains passaient de mutations? 100 par génération. Fait que ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai passé à mes enfants, mais je ne les ai pas passés aux vôtres, là, en passant. Hein. Fait que ces mutations-là, il faut qu'ils touchent toute la population entière de tous les êtres humains. Fait que ça va être long. Il faudrait qu'il arrive de quoi comme la mutation que j'ai passée à mes enfants, ça leur permet de respirer sous l'eau. Puis là, il arrive une inondation comme le déluge. Puis eux autres, c'est les seuls qui survivent parce qu'ils sont capables de respirer sous l'eau. Puis là, eux autres, leurs enfants pourraient continuer à accumuler des mutations. Toutes les autres, on serait éliminés. Exemple. Mais là, je rends ça plus compliqué un petit peu. Mais j'ai fait, pour simplifier le calcul, 6 millions d'années. J'ai dit à chaque 10 ans, on a une nouvelle génération. Pour les êtres humains, ça n'a pas d'allure. Pour les chimpanzés, ça a un petit peu d'allure. Mais fait que ça fait 600 000 générations depuis l'homme-singe à nous autres. Si à chaque 10 ans, il y a une nouvelle génération qui passe, ça veut dire qu'à chaque 10 ans, il faudrait qu'il y ait 800 mutations favorables qui aient été passées de l'homme-singe jusqu'à l'homme pour qu'on ait la différence aujourd'hui. Fait que 800 mutations, pas juste à un descendant, à toute la population complète des hommes ou des chimpanzés qu'il y a sur la planète en même temps. Fait que, est-ce que c'est possible mathématiquement à faire ça? Hein, ou même génétiquement à faire ça? Est-ce qu'on peut passer 800 mutations favorables? Est-ce que ça existe des mutations favorables, premièrement, avec l'entropie génétique qu'on a vu tantôt, là, avec le temps, les choses se dégradent. Fait que ça n'existe pas vraiment. Il faudrait en passer 8. C'est juste génétiquement impossible, un comme l'autre. Fait que quand on se fait dire qu'on ressemble au singe à 98 %, c'est totalement faux. Puis mathématiquement, on est trop loin du chimpanzé, de notre ADN, pour qu'on puisse venir d'un ancêtre commun il y a 6 millions d'années. Il faudrait que notre ancêtre commun soit avant même que l'univers ait commencé pour qu'on ait pu accumuler ça, si on voulait croire à la théorie de l'évolution. Fait que ça fait le tour des 10 éléments. Puis à chaque fois, je vous posais la question, c'est quoi qui fait le plus de sens? Qu'on mette notre foi en un hasard désorganisé qui aurait fait qu'une explosion ou une expansion dans le temps de la matière aurait créé l'être humain, ou quelqu'un d'intelligent qui l'a fait comme il est aujourd'hui, fonctionnel, puis depuis un certain temps, bien là, ça se dégrade, puis on voit les mutations, puis les choses arriver. Dans quoi qu'on veut mettre notre foi? Mais un comme l'autre, il faut mettre notre foi quelque part parce qu'on ne peut pas l'expérimenter. Hein? Dans la parole de Dieu, ça dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » C'est par la foi qu'on croit que Dieu a créé,
Puis il a créé par quelque chose qui n'est pas visible. Hein. Dans la Bible, ça le dit comment il a créé. Il nous l'a mis en détail. Dans Genèse, ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dans Jean 1, il est plus précis. Il dit « Au commencement était la parole », le même commencement. Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce que Dieu nous laisse dans sa Bible? C'est que c'est sa parole qui a créé toutes choses. Et là, sa parole était avec Dieu, mais elle était Dieu. Ça en vient un peu complexe, hein? Mais la clé est plus loin dans le verset 14. Ça dit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Je pense qu'on a beaucoup d'indices. Hein? C'était qui la parole? Jésus-Christ. Hein? Elle a habité en chair parmi nous, hein? La parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui était Dieu. On voit les deux personnes de la Trinité. Elle a habité parmi nous, est venue en chair sur la terre, en la forme de Jésus. Puis Jésus, c'était le Fils unique, hein, venu du Père. Mais pourquoi le Fils unique venu du Père a eu à venir marcher avec sa création? Est-ce qu'il voulait juste voir comment ça se passait, puis je vais aller faire un tour? Il n'est pas venu pour rien. Il y avait un but quand il est venu sur la terre. Puis son but, c'était venir pour mourir. C'est spécial quand on réfléchit à ça, mais la raison pourquoi Jésus venait, c'était pour ça. Dans Romains 6,10, car il, c'est Jésus, est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus est venu sur la terre pour régler le cas du péché, puis régler le cas de la mort. Puis il n'est pas resté mort, hein? Le Père l'a ressuscité, il est revenu à la vie. C'est le message de l'Évangile. C'est le message qu'on a de A à Z dans la parole. Dieu, il s'est présenté à nous dans sa Bible, il s'est présenté à nous en tant que Fils de Dieu, homme sur la terre, pour venir mourir pour des pécheurs. Tantôt, on parlait qu'avec le temps, les choses se dégradent, puis qu'on est de moins en moins adapté. Et ça, c'est la conséquence directe du péché. Quand on lit dans Genèse 3, il y a eu une conséquence au péché. Une de ces conséquences-là, c'était la mort de l'être humain, la séparation éternelle avec Dieu, une mort spirituelle. On n'était plus en communion avec notre Sauveur. Puis Jésus, lui, est venu pour rétablir ça, régler le cas du péché, en vivant une vie parfaite, en prenant le péché du monde sur lui, mourir et ressusciter. Ça prend la résurrection. Puis là, ça, c'est le message qu'on a de Christ. Puis aujourd'hui, si on met notre foi en Jésus, ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ça reste un choix qu'on a et on est interpellé à mettre notre confiance en Dieu le Fils, Dieu le Créateur, la parole qui a formé toutes choses, qui nous a assez aimés pour venir mourir, ressusciter, pour nous offrir la vie éternelle. Si on refuse ça, si on dit, on met ça de côté, mais la colère de Dieu va rester sur nous, parce que Dieu, c'est un Dieu juste, puis il avait à juger le péché, il l'a fait en jugeant sur son Fils. Hein? Puis si on s'approprie le sacrifice de son Fils, la colère n'est plus sur nous, elle a été payée, elle a été prise par Jésus-Christ. Sinon, on était prêt à dire à Dieu, ben moi, je pense que je suis capable de te montrer que je suis juste, puis que je vais la prendre, ta colère. Et c'est à nous à réfléchir à ça. Je vous laisse là-dessus. J'ai des ressources ici, l'ACS, l'Association Création Sciences. Il y a un site Internet, un Facebook, si vous voulez du matériel en français, il y en a. Sinon, j'ai mis 3 sites différents anglophones qui sont excellents aussi, qui vont présenter la parole. Je vais présenter ça pour venir le chercher tantôt. C'est les 10 points qu'on a parlé, parce que je suis comme vous autres, quand j'écoute quelque chose, après une semaine, j'en ai oublié beaucoup, même en sortant d'ici. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous avez parlé, il y avait 10 points, puis là, nommez-les donc les 10. Mais je les ai résumés, les 10. Ça, c'est parfait. Vous gardez ça dans votre Bible. Si vous avez une discussion peut-être avec quelqu'un un jour, tu ressors ça. J'avais ces points-là, puis vous avez des arguments. Ça vous aide. Ça vous aide aussi à votre foi personnelle, parce que quand on écoute le monde, on passe pour des idiots de croire qu'il y a un créateur. Et en fait, ça fait beaucoup de sens qu'il y a un créateur avec ce qu'on voit, comme dans Romains 1 disait. Je vais ça terminer par un mot de prière, puis je te laisse